Bonjour à tous, on est de retour cette semaine à Bruxelles, plus ou moins sous le soleil, pour une semaine un peu plus au calme après la semaine de folie de la semaine dernière qui avait vu le rejet de Sylvie Goulard à la Commission européenne. On va d'abord parler ensemble d'un déplacement que j'ai fait cette semaine à Genève au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour demander notamment la mise en place d'un traité contraignant sur les entreprises multinationales et les violations des droits de l'homme. On va se parler bien sûr de la Catalogne et la décision honteuse de justice qui a condamné de 9 à 13 ans les indépendantistes, dont un collègue député européen. On va aussi se parler de la belle initiative de Nantes en commun qui symbolise ce que la France insoumise veut faire pour les élections municipales au service de collectifs citoyens et de l'expérience que j'ai pu avoir avec eux le week-end dernier. Et puis enfin, pour le coin des lobbies, on restera à l'étranger cette semaine encore avec cette fois-ci des Turcs très motivés pour réécrire l'histoire du massacre en cours auprès des Kurdes au nord-est de la Syrie. Allez, c'est parti, générique. Alors là, on est à l'accueil visiteur du Parlement européen. C'est un peu la phase émergée de l'iceberg. C'est ce que voient les touristes, ceux qui viennent visiter le Parlement. C'est beau, il y a plein de dorures, il y a plein de drapeaux derrière nous. Souvent, on leur cache toutes les tractations politiciennes qu'il y a derrière. Et la raison pour laquelle on s'est mis là, c'est qu'il y avait tous ces drapeaux derrière nous. Et ça nous faisait un peu penser à l'entrée des Nations Unies, où j'étais cette semaine au Conseil des droits de l'homme à Genève, où j'étais à la tête d'une délégation interparlementaire avec des élus, des députés qui venaient de différents pays, d'un peu partout dans le monde. On en avait d'Amérique latine, on en avait d'Asie. Et on avait un seul objectif, c'était demander un traité international contraignant pour les entreprises qui violent les droits de l'homme. Il y a des négociations qui sont en cours à Genève et c'est pour ça qu'on y était. Et le cœur du sujet, c'est que, en général, quand on a des grandes entreprises multinationales, elles en profitent pour opérer dans certains pays partout dans le monde et ne pas respecter les lois, violer les droits de l'homme. On pense par exemple, vous vous souvenez peut-être du drame du Rana Plaza, cette usine au Bangladesh qui s'était effondrée et dans laquelle étaient notamment produits nombre de nos vêtements que vous portez peut-être, d'H&M, de Camaïeu, etc. Et ces entreprises-là n'ont toujours pas été rendues responsables juridiquement de leur violation des droits de l'homme parce qu'elles se cachent derrière le vide juridique. Et ce vide juridique, on cherche à le combler avec ce projet de traité international. Ça fait des années qu'il est sur les rails. Moi, j'avais travaillé dessus aussi quand j'étais à Oxfam. D'ailleurs, c'était assez drôle et un peu cocasse de revoir plein de mes anciens collègues de la société civile et maintenant d'y aller avec ma nouvelle casquette de parlementaire européenne. J'ai vu aussi que, mine de rien, c'est utile parce que ça ouvre davantage de portes. J'ai pu notamment m'adresser en session plénière aux Nations Unies. Vous pourrez retrouver la vidéo par là. Et puis, on a pu aussi avoir des discussions et des négociations avec le représentant de la Commission européenne, le représentant de la France, évidemment. Et évidemment, j'ai pris le temps aussi de rencontrer tous mes anciens collègues d'ONG pour ensemble définir une stratégie commune. Et la raison pour laquelle on était aussi de nombreux députés européens à y aller, parce que l'Union européenne et la Commission européenne jouent un rôle majeur dans cette histoire. À l'heure actuelle, ce sont eux qui bloquent les négociations parce que officiellement, la Commission européenne nous dit qu'elle n'a pas de mandat de négociation, c'est-à-dire qu'elle y va là-bas, qu'elle écoute les débats, mais qu'elle n'y prend pas vraiment part et qu'elle dit pas vraiment ce qu'elle pense. Et c'est ça tout l'enjeu, que l'Union européenne soit mandatée, mais parce que les citoyens le veulent partout en Europe. Il y a une grande campagne de mobilisation qui est menée par beaucoup de mes anciens collègues d'ONG qui s'appelle Stop Impunity, donc stopper l'impunité des entreprises multinationales, et que l'Union européenne réponde enfin aux attentes des citoyens et aille dans ces instances internationales avec une voix claire, ferme et définitive. Ce traité, on en a besoin tout de suite, et c'est pour ça qu'on va se battre aussi, nous, en parallèle, ici au niveau européen, pour avoir une directive européenne sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises multinationales en termes de violation des droits de l'homme. On aura l'occasion de s'en reparler et en attendant, n'hésitez pas à soutenir la campagne menée par toutes les ONG et en espérant qu'enfin, bientôt, les victimes de violations des droits de l'homme partout dans le monde auront accès à la justice. Ici, on est sur la place principale à l'entrée du Parlement européen et la raison pour laquelle on s'est mis là avec cet angle un peu bizarre,
parce que juste derrière moi, vous voyez là, du 23 au 26 mai, les électeurs européens ont élu 751 membres du Parlement européen, dont moi et les 6 insoumis. Mais il se trouve qu'en réalité, là vous avez l'impression qu'il y en a 751, mais il n'y en a que 748 qui siègent au Parlement européen. Parce qu'il y en a 3 d'entre eux qui sont empêchés de siéger. Et la raison pour laquelle ils sont empêchés de siéger, parce qu'ils ont eu le malheur de défendre la démocratie en Espagne. Parce que ce sont des indépendantistes catalans et qu'ils sont poursuivis par l'État espagnol pour avoir notamment participé à l'organisation du référendum d'autodétermination en Catalogne. Et je vous parle de tout ça parce que forcément c'est un enjeu d'actualité. Vous avez certainement entendu parler du jugement rendu par la Cour suprême d'Espagne ce lundi de cette semaine, une cour qui a condamné de 9 à 13 ans plusieurs indépendantistes catalans, dont notamment un membre du Parlement européen qui a été condamné à 13 ans de prison ferme. Je m'arrête là-dessus, 9 à 13 ans de prison ferme. Vous vous rendez compte, en fait, on a traité ces gens-là comme des terroristes. Et ça illustre de nouveau une instrumentalisation politique de la justice. Alors moi je suis française, j'ai pas à statuer ou à donner mon avis sur l'indépendance de la Catalogne. Par contre, avant d'être française, je suis avant tout démocratique. Et je sais qu'en démocratie, en général, les problèmes on les règle par les urnes. En général, on les règle par un choix démocratique avec des gens qui votent. Et que ces gens-là, on les empêche de siéger au Parlement européen. Ces gens-là, on les envoie en prison parce qu'ils ont demandé, ni plus ni moins, à ce que la démocratie prime et donc qu'un vote soit organisé sur l'indépendance en Catalogne. Et pendant ce temps-là, au sein des institutions européennes, c'est silence radio, comme si ça ne concernait que l'Espagne, comme si ça ne concernait pas la démocratie européenne, comme si ça ne concernait pas directement des collègues élus au Parlement européen et qui sont empêchés de siéger. Et donc nous, on a décidé d'essayer de se mobiliser sur la question de la Catalogne. Vous savez, je siège dans la fameuse commission des affaires juridiques, on vous en a beaucoup parlé, mais elle a un autre pouvoir en plus de l'examen des conflits d'intérêts. Elle est aussi en charge de l'immunité parlementaire. Et donc, les 3 élus catalans qui sont poursuivis en justice ont écrit au président du Parlement et la présidente de notre commission des affaires juridiques pour savoir s'ils pouvaient être protégés par le Parlement, notamment sous l'argument de ce sont des poursuites politiques qui sont exercées à leur encontre. Et là, 0 réponse, ni du président du Parlement, ni de la présidente de notre commission des affaires juridiques. On a demandé à ce qu'au moins ces lettres nous soient communiquées en tant que membres de cette commission des affaires juridiques, et là, rien, 0 réponse. Et donc, on ne va pas laisser cette question-là. La semaine prochaine, on est en session plénière à Strasbourg. On a demandé conjointement avec les Verts à ce qu'un débat se tienne sur la situation en Catalogne, parce qu'on l'a vu, forcément, ça a embrasé toute la Catalogne, et on peut le comprendre, avec des manifestations gigantesques. Tout de suite, les Catalans se sont rendus à l'aéroport de Barcelone, ont bloqué l'aéroport, ont bloqué les rues. Et là, on est très inquiet de la situation de tension qui se trouve aujourd'hui en Catalogne, à la base pour une question qui est démocratique. Et donc, on espère qu'on va pouvoir obtenir ce débat la semaine prochaine en session plénière. Et quoi qu'il arrive, ici du Parlement européen, on continuera à se mobiliser pour faire de ces institutions européennes des institutions véritablement démocratiques. Je voulais vous parler d'une chouette initiative où j'étais le week-end dernier, les États généraux de Nantes en commun. Nantes en commun, c'est une association qui a été créée notamment par des militants de la France insoumise, mais pas que, aussi par des militants associatifs, des militants syndicaux, des militants de solidarité concrète sur le terrain, avec l'objectif de se réapproprier la ville. Notamment, ils ont mené ces dernières semaines et ces derniers mois des enquêtes terrain dans de nombreux quartiers, surtout des quartiers populaires où en vrai plus grand monde ne va côté politique, où la mairie actuelle socialiste se dit que bon, de toute façon, eux, ils votent pas et on s'en fout. Et on fait vraiment cette démarche citoyenne assez représentative, je pense, de notre ambition et notre envie, notamment dans la perspective des élections municipales, mais bien au-delà. Et je crois que c'est aussi la force de Nantes en commun. Et donc, le week-end dernier, ils m'ont demandé de venir ouvrir leurs états généraux avec une conférence sur l'écologie populaire et à quelles échelles agir, du niveau local au niveau européen, et comment tout ça s'imbrique. Honnêtement, on a eu une discussion passionnante là-bas avec notamment des acteurs de terrain.
Et j'ai été aussi assez impressionnée par la force de mobilisation locale. C'était une salle qui était blindée, il y avait des gens debout partout, il y avait plusieurs centaines de personnes et j'ai senti, au-delà des appartenances politiques qui étaient assez différentes dans la salle, il y avait plein de gens qui étaient... Bon, là, on avait fait un meeting à Nantes, par exemple, pendant les élections européennes, qui n'étaient pas là et qui étaient des citoyens qui avaient juste envie de se réapproprier la ville. Et j'étais aussi assez impressionnée par la capacité d'organisation des militants de Nantes en commun qui ont tout auto-géré et tout été géré dans les moindres détails et qui ont enchaîné conférences, ateliers, débats avec des petits ateliers qui ensuite ont fait un travail au lieu d'organiser que des choses dans des salles où ils sont allés dans les quartiers avec les habitants parce que tout ça est vécu, porté par les habitants de Nantes. Et je voulais d'abord les saluer si vous nous regardez. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et surtout, je crois que vous faites la démonstration de ce qu'on veut faire de la politique, qui est la raison moi aussi pour laquelle je me suis investie en politique. Comme beaucoup et peut-être certains qui nous regardent, vous n'aviez pas forcément un appétit politique très grand au début. Moi, j'avais pas prévu de finir députée européenne. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent et qui n'avaient pas prévu de finir et d'être un jour maire. Peut-être qu'il y en a aussi dans Nantes en commun. Mais cette volonté de reprendre le pouvoir sur notre quotidien par ceux qui sont impactés en premier lieu par les décisions politiques, je crois que c'est à saluer et j'espère que cette initiative fera des petits dans d'autres villes de France. Je pense notamment à l'initiative d'Archipel Citoyen à Toulouse et que collectivement, on saura répondre à l'échelon municipal mais aussi à d'autres échelons à cette demande démocratique qui pour le moment, je crois, n'est pas complètement satisfaite. Et donc j'espère qu'on aura encore plein de petits dans cette initiative. Ah ouais, c'est vraiment important là. Allez, générique. Alors cette semaine, c'est un coin des lobbies un peu spécial. On va vous parler d'un sujet sérieux et grave. C'est l'attaque de la Turquie contre les Kurdes au nord-est de la Syrie. Et on a reçu un courrier un peu bizarre. Ce courrier, il vient du comité interparlementaire mixte entre l'Union européenne et la Turquie. Et globalement, le but de ce courrier, c'est de nous montrer à quel point l'attaque par la Turquie est formidable. C'est une opération de police antiterroriste et c'est quasiment un acte d'humanité. Rien que ça, qui est fait de la part de la Turquie. Et honnêtement, c'est vraiment c'est un ramassis de mensonges. Le mot antiterroriste est mentionné je ne sais pas combien de fois, comme si les Kurdes étaient des terroristes. Et cette lettre, elle est assez grave parce que derrière, il y a un drame humain avec des exactions qui se déroulent. Vous avez sans doute suivi l'attaque par la Turquie. Soit dit en passant quand même rendu possible par l'annonce du retrait des troupes de Donald Trump et son irresponsabilité, il faut le dire. Et cette attaque, elle est grave et elle nous touche à un triple niveau. C'est d'abord évidemment une crise humanitaire parce qu'en à peine quelques jours, ce sont déjà des dizaines de blessés et des dizaines de morts sous les coups des Turcs. C'est aussi le risque d'une potentielle résurgence de Daesh. Mais c'est aussi un renforcement dangereux du régime d'Erdogan. Et pourquoi ce groupe, on ne sait pas vraiment très bien qui c'est, ils prennent le temps de nous écrire, à nous, présidents de groupe au Parlement européen, c'est précisément qu'ils savent qu'il y a une pression internationale qui est en train d'être exercée, y compris par le Parlement européen, parce qu'on s'est saisi du dossier et ils savent que c'est l'accumulation de mobilisation de la part du Parlement européen, mais aussi des États partout dans le monde, qui permettra de mettre la pression nécessaire et indispensable sur Erdogan pour arrêter le massacre qui est en train d'avoir lieu dans le nord-est de la Turquie et à l'encontre des Kurdes. Et voilà pour nous l'enjeu aujourd'hui. On essaie de se mobiliser autant que faire se peut et le plus possible ici dans l'enceinte du Parlement européen. On a demandé à ce qu'un débat se tienne la semaine prochaine en session plénière à Strasbourg avec une résolution. Je pense qu'il faut qu'on ait un message très fort, très clair de la part du Parlement européen qui condamne l'attaque de la Turquie. Et plus généralement, il faudra aussi questionner
le rôle de l'OTAN, parce qu'il faut se souvenir que la Turquie fait partie de l'alliance militaire de l'OTAN et qui a donc fermé les yeux sur une attaque qui est extrêmement grave d'un point de vue du droit international et surtout pour la vie de ces gens qu'on a considérés pendant très longtemps nos alliés et que nous n'abandonnons pas. Ce n'est pas un sujet qui doit faire l'actualité 3 jours. Il faudra continuer à les soutenir jusqu'à temps que la Turquie arrête le massacre là-bas. Alors c'est la fin de ce 12e épisode de L'Aubry qui court. Vous avez vu, entre le début et la fin du tournage, il s'est mis à faire moche. Bref, Bruxelles reste Bruxelles. Et je crois que même si Mathieu a essayé de me forcer à tourner dehors, la prochaine fois, on va vraiment retourner à l'intérieur parce qu'on se les caille. Moi, ce week-end, je vais prendre un peu de repos avec un week-end avec des potes. Ça fait du bien de se rappeler d'où on vient, qui on est et de prendre un peu l'air, de parler de tout sauf de politique. Et la semaine prochaine, on repart au combat avec une session plénière à Strasbourg. Le gros sujet de cette session, ça va être le Brexit, parce qu'un accord vient tout juste d'être trouvé entre le Premier ministre Boris Johnson et l'Union européenne, et ça va faire le gros de l'actualité, mais aussi des discussions en cette session plénière. Et la semaine prochaine, on va revenir vers vous aussi avec une grosse surprise. Un peu de teasing, je peux vous dire, on va passer à la vitesse supérieure, on va même monter de braquet. Bon, je vous en ai dit peut-être un peu trop, mais je vous laisse chercher ce que c'est. Et puis en attendant, vous pouvez évidemment, comme d'hab, nous faire des commentaires, des retours sur cet épisode de L'Aubry qui court. Partagez et likez si vous avez aimé la vidéo et vous abonner pour suivre les prochains épisodes et notamment celui de la semaine prochaine qui sera un petit peu particulier. Allez, portez-vous bien, à très bientôt.